Les agents IA, on en entend parler partout, tout le temps. On nous promet des systèmes hyper intelligents, complètement autonomes, qui pourraient tout faire à notre place. Mais qu'en est-il vraiment? Allez, on va essayer de démêler le vrai du faux. Dans l'imaginaire collectif, c'est un peu de la science-fiction. On s'imagine une IA qui serait totalement indépendante, qui comprendrait nos désirs juste en nous écoutant et qui exécuterait des tâches super complexes sans qu'on ait besoin de lever le petit doigt. Un peu le génie de la lampe, version numérique. Sauf que la réalité du terrain vient jeter un sacré froid. Guillaume Laforge, qui travaille chez Google Cloud, le dit sans détour. L'agent IA autonome est un mythe. Voilà, c'est dit, c'est une phrase assez forte qui nous force à regarder ce qui se passe vraiment derrière tout ce bruit médiatique. Bon, entrons dans le vif du sujet. On va voir ensemble pourquoi cette idée d'autonomie totale, eh bien, pour l'instant, ça reste de l'ordre du fantasme. Le problème de fond, il vient du cerveau de ces agents, les fameux grands modèles de langage, les LLM. Ils sont super créatifs, c'est vrai, mais ils sont aussi très imprévisibles. Parfois, ils hallucinent, ils peuvent carrément inventer des fonctions qui n'existent pas, inverser les étapes d'un processus ou même inventer des paramètres sortis de nulle part. On comprend bien que laisser un système comme ça en roue libre, c'est, disons, risqué. Et là, il y a un truc assez paradoxal. On pourrait penser que pour mieux contrôler l'agent, il faudrait lui donner un prompt, des instructions hyper longs et détaillés. Eh bien non, ça peut même empirer les choses. En noyant le modèle sous les détails, on augmente en fait le risque qu'il se perde et qu'il hallucine. Comme on dit dans le jargon, garbage in, garbage out. Bon, d'accord. Si l'autonomie totale, c'est un mythe, alors comment on fait? Passons à la réalité et voyons un peu comment sont conçus les agents IA qui, eux, fonctionnent pour de vrai. Alors, un agent IA, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas juste un chatbot qu'on a un peu amélioré. C'est tout un système avec plusieurs briques essentielles. D'abord, un LLM, qui est le cerveau. Ensuite, une mémoire, pour qu'il ne perde pas le fil. Une capacité de planification, pour qu'il puisse découper un gros problème en petites étapes. Et enfin, des outils, pour qu'il puisse agir dans le monde réel via des API ou du code, par exemple. Et pour travailler, cet agent suit une sorte de cycle, une boucle. D'abord, il observe, il essaie de comprendre la mission. Ensuite, il planifie sa stratégie, il choisit ses outils. Puis, il agit, il exécute les tâches. Et enfin, et étape cruciale, il est réfléchi au résultat, il l'analyse et il voit comment l'améliorer. C'est ce processus qui fait sa vraie force. Ok, la théorie c'est bien, mais en pratique ça donne quoi? Quelles sont les architectures, les plans qui fonctionnent vraiment sur le terrain? En gros, il y a l'approche qui ne marche pas. C'est l'agent couteau suisse, l'agent monolithique à qui on demande de tout faire. Et ça, c'est la recette pour l'échec. Le modèle qui gagne, c'est celui du chef d'orchestre. L'idée, c'est d'avoir un agent principal qui ne fait pas le travail lui-même, mais qui le délègue à toute une équipe de sous-agents super spécialisés. Un pour chercher l'info, un autre pour la résumer, un troisième pour la mettre en forme. Et cette citation résume tout. C'est la règle d'or. La spécialisation, c'est la clé de la fiabilité. En donnant à chaque petit agent une mission unique et très claire, on diminue énormément le risque d'erreur. L'autre secret, c'est la façon de concevoir les outils qu'on donne à l'agent. Au lieu de lui filer un catalogue d'outils techniques super complexes, on lui donne des outils plus simples qui parlent un langage métier. Par exemple, au lieu d'une commande technique, on lui donne un outil qui s'appelle « Rechercher un client ». Pour le modèle, c'est beaucoup plus simple à comprendre et beaucoup moins risqué à utiliser. Toute cette histoire d'agents spécialisés, ça nous amène directement à une tendance de fond dans l'industrie. Et pour l'illustrer, rien de mieux qu'une annonce toute fraîche de la société française Mistral AI. On est en train de vivre un deuxième choc de réalité. La course au modèle le plus gros, le plus puissant, n'est plus la seule stratégie. L'efficacité, la rapidité, l'adaptation à des besoins très spécifiques, tout ça devient au moins aussi important. Regardez la stratégie de Mistral, c'est très parlant. D'un côté, il y a le champion poids lourd, Mistral Large 3, pour les tâches d'entreprise les plus complexes. Et de l'autre, une nouvelle famille de modèles, les Mistral, qui sont beaucoup plus petits et optimisés pour être super efficaces. Et le point qui change tout, c'est que ces modèles Mistral sont spécifiquement conçus pour tourner là où les mastodontes ne peuvent pas aller, c'est-à-dire directement sur nos appareils. Et pour bien se rendre compte de ce que ça veut dire, ce chiffre est incroyable, 4 gigaoctets. C'est tout ce qu'il faut en mémoire vidéo pour faire tourner le plus petit de ces modèles. C'est-à-dire que l'IA de pointe n'est plus du tout réservée aux serveurs énormes des data centers. Elle arrive sur des machines beaucoup plus modestes. Et là, les applications concrètes deviennent folles. On peut imaginer un drone qui analyse des images en temps réel au-dessus d'une zone sinistrée, sans avoir besoin d'Internet. Un assistant vocal dans sa voiture qui répond instantanément, sans jamais envoyer nos conversations sur le cloud. C'est une vraie révolution pour l'IA embarquée. Bon, alors, mettons tout ça ensemble. D'un côté, l'architecture en chef d'orchestre. De l'autre, ces nouveaux petits modèles spécialisés. Qu'est-ce que ça nous dit sur le futur de l'intelligence artificielle? En fait, on est en train d'assister à la rencontre de deux idées géniales.
Le modèle du chef d'orchestre, qui avait besoin de bons musiciens, est en train de les trouver avec ces nouveaux modèles, petits, rapides et experts dans leur domaine. La boucle est bouclée. Et cette phrase de Mistral résume parfaitement ce changement d'époque. L'objectif, ce n'est plus forcément d'avoir le plus gros cerveau, mais d'avoir l'IA partout où elle peut être utile, de manière discrète et efficace. Voilà qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si l'avenir de l'IA, finalement, ça ne ressemblait pas à un superordinateur centralisé type Skynet, mais plutôt à une intelligence distribuée, agile, composée de millions de petits cerveaux qui collaborent partout autour de nous? Ça donne à réfléchir.